Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre débat économique de la semaine. Actualité obligée, la semaine dernière il n'y a pas eu de débat. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes donc de retour pour vous parler de l'économie qui vous concerne comme chaque mercredi soir. Et ce qui nous concerne en ce moment le plus est lié au mouvement de contestation populaire. Ces 2 jours, dans 2 jours plus tôt, cela fera exactement 1 mois que les Algériens battent le pavé. Chaque vendredi, ils ont refusé la candidature du président de la République pour un 5e mandat. À présent, ils refusent la feuille de route du chef de l'État et refusent la prolongation de son 4e mandat. L'État est dans une crise politique sans précédent. Son gouvernement depuis aujourd'hui 9 jours. Quel impact cela a-t-il sur la sphère économique? Si un nouvel État devait être construit, quelle stratégie, quelle vision économique doit-on asseoir? Et puis, quel rôle peuvent jouer les acteurs économiques dans la construction, s'il devait y en avoir une, d'une 2e République? Quel peut être ce modèle économique idoine que beaucoup d'experts, dont beaucoup d'experts parlent depuis longtemps, à mettre en place pour éviter l'aggravation de la crise financière qui prévaut en Algérie depuis que les caisses se sont vidées et que les prix du baril se sont effondrés? Nos invités sont là, ils vont tenter de vous éclairer sur ces questions. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Mohamed Bouchakour, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'université, à l'EHEC plus précisément. Merci d'être avec nous. J'ai également le plaisir de recevoir monsieur Slima Asmani, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise et le président de CARE, qui est le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Tout à fait. Et le plaisir également de recevoir monsieur Omar Bakour, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes expert financier. Merci. Alors la situation économique est très grave, la situation financière aussi, on le sait et on le dit depuis déjà pas mal de temps, ne serait-ce que sur le plateau de cette émission, un déficit structurel des réserves de change qui fonde, un financement non conventionnel qui pousse l'inflation. Cette situation, elle est actuellement masquée, bien entendu, par l'actualité politique. Et cette réaction populaire, alors première question, est-ce que la crise financière et économique ont joué un rôle dans l'avènement du mouvement populaire que nous vivons aujourd'hui? Omar Bakour. Certainement, mais ce n'est pas le facteur déterminant puisque grâce aux mécanismes de financement non conventionnels qui ont été mis en place, l'économie donne le sentiment de tourner encore, mais les finances publiques ont été détériorées. Le taux de croissance est autour de 2,5%, donc nous ne sommes pas en récession, mais c'est le futur qui est inquiétant et l'approche des élections présidentielles qui ont été plutôt le catalyseur de la peur de la continuité d'une gestion qui nous mène droit vers le mur. Voilà ce que je peux dire. Mais le constat véritable à établir passera par un audit des finances publiques et qui montreront que nous avons une gestion catastrophique de ces finances publiques. Même question à Slima Asmani, est-ce que la situation catastrophique telle que l'a décrit Omar Bakour, qui est une réalité, a joué un rôle? Écoutez, je ne vais pas tellement reprendre ce qu'a dit Omar, mais on a assisté à une révolution de la dignité. Je pense que toute la population n'est pas au fait de la situation financière du pays. Très souvent, disons, c'est une question qui est traitée par des initiés des comptes publics. La population est sortie dans la rue pour dire « ne touchez pas à ma dignité ». Le peuple s'est senti humilié et le peuple n'a pas le droit d'être humilié et je pense qu'il a bien fait de sortir tel qu'il est sorti. Maintenant, de mon point de vue, la situation financière du pays interpelle plus d'un et on doit vraiment mener un travail pédagogique en parallèle de toute cette période politique de transition, pédagogique à l'attention de la population parce que la situation est calamiteuse. Elle n'est pas dramatique, elle est calamiteuse. Elle va nécessiter beaucoup de dialogue avec la population, beaucoup d'explications pour bien comprendre que nous allons rentrer dans une phase où des sacrifices vont être consentis, devront être consentis, à moins de trouver des solutions miracles. Peut-être qu'il y a des solutions miracles, je ne suis pas expert dans le domaine,
Mais le peu d'informations, et je dis bien le peu d'informations, parce que nous avons vécu ces 20 dernières années dans une société où l'information est taboue, l'information était cachée, l'information était transformée, modifiée au gré des humeurs et des attentes du pouvoir. Vous parlez d'informations économiques. Oui, bien sûr, enfin, même d'autres informations, mais essentiellement l'information économique, celle qui nous permettait d'avoir une réelle appréciation de la situation du pays. Il va falloir expliquer ce qui s'est passé, il va falloir expliquer où est-ce qu'on a été mené. On n'a pas besoin, peut-être qu'on aura besoin, certains auront besoin de comprendre pourquoi on a été conduit dans cette voie-là. Ensuite, il va falloir qu'on explique quelles sont toutes les solutions possibles et qu'il y ait un consensus au sein de la société algérienne pour adopter des solutions qui vont entraîner le moins de sacrifices et le moins de douleur pour le citoyen. Vous avez posé aussi la question, est-ce que ça va avoir un impact ou est-ce que ça a eu un impact sur le fonctionnement, évidemment, de l'économie en général? On a commencé à sentir réellement la dégradation des finances publiques, l'impact du moins de la dégradation des finances publiques. On a commencé à le sentir sur le fonctionnement des entreprises, sur le fonctionnement de l'économie en général, parce que ça venait par le biais, du moins, de décisions complètement irrationnelles prises par le gouvernement en place. Justement, on va parler de l'impact que ça a pu avoir sur les entreprises et de quelle manière elles peuvent également se ressaisir et passer à autre chose. Mohamed Bouchakour, pour rester dans le même ordre d'idées, en même temps que cela... Peut-être que la crise financière peut avoir joué un rôle dans le mouvement populaire que nous vivons actuellement. Le manque d'informations, est-ce que vous pensez que les Algériens sont au courant à quel point la situation économique est grave ou bien est-ce qu'ils ne le savent pas ou l'ignorent plus ou moins? Non, je pense que le grand public n'a pas encore pris toute la mesure de la gravité de la situation économique. Mais tout le monde redoutait des troubles sociaux, des soulèvements, des grèves, après les élections présidentielles selon l'ancien agenda. Tant qu'on a des réserves de change, on va essayer également avec la planche à billets de ménager un peu le social pour pouvoir mettre en œuvre par la suite, après les élections présidentielles, des mesures d'austérité qui auraient pu déclencher ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Or, il y a eu outrage et tout le monde a sous-estimé l'impact de cet outrage à l'estime de soi nationale avec l'annonce du 5e mandat. Y compris ceux qui l'ont annoncé ne pouvaient pas s'imaginer que ça allait déclencher ce genre de situation. Maintenant, bien sûr que tout est remis en cause et il va falloir affronter une économie qui est très abîmée. J'utilise délibérément ce qualificatif pour tout résumer, sur le plan industriel, sur le plan des équilibres financiers internes et externes. C'est une économie qui est très abîmée, mais la bonne leçon qu'on peut tirer des événements actuels, c'est que les valeurs priment. Le peuple algérien ne s'est pas soulevé pour des questions de salaire ou des questions, entre guillemets, bassement économiques, mais pour une question d'honneur. Ce qui signifie que s'il y a un nouveau régime qui met en place des politiques économiques avec des mesures qui reconnaissent la dignité du peuple algérien, ce peuple est capable d'accepter beaucoup d'austérité, mais à condition qu'il y ait des mesures fortes qui lui permettent de croire en l'avenir. Justement, le grand paradoxe, vous le disiez, Mohamed Bouchakour, c'est justement que l'État a martelé à travers ces 10 dernières années, je dis approximativement 10 dernières années, cet effort financier à essayer de contenir le peuple et donc de faire des efforts notamment pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il y ait cette fameuse paix sociale. En bout de course, la paix sociale a fini par céder. La paix en tant que principe, c'est bien ça? Oui, mais vous dites bien que la paix sociale a été achetée. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas assisté à une révolte du pain ou une révolte de produits. Du pouvoir d'achat, voilà, disons-le. Donc ils ont vraiment réagi, comme l'a dit Mohamed, pour la dignité, pour refuser le 5e mandat. Mais
ce que préfigure la faillite de la gestion antérieure est beaucoup plus grave en conséquences économiques. L'Algérie est en situation de faillite économique, financière, au niveau de la gestion de ses comptes. Donc, la planche à billets est en train de masquer la misère. Mais la vérité, on va la voir. C'est pour ça, pour rebondir sur ce que disait Sislim tout à l'heure, c'est que les décisions qui seront mises en place de remise à niveau de l'État et de restructuration des finances publiques, elles seront douloureuses. Mais je pense, avec mes collègues, que le peuple l'acceptera, d'autant plus qu'il aura recouvert sa liberté et sa dignité dans le pays. Mais aujourd'hui, si on se réfère à la loi de finances qui est en vigueur, c'est une loi de finances qui consacre l'augmentation des dépenses publiques. Donc, on ne voit pas trop de conséquences économiques de la gabegie antérieure. Parce que ça tourne grâce à la planche à billets, mais c'est les conséquences la conséquence de deux effets. Fin des réserves de change vers 2022 et le constat, quand on aura atteint 100% du PIB financé par la planche à billets, c'est la fin la fin du jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir tirer les conclusions. Et les conclusions peuvent être tirées avant, aujourd'hui, grâce à ce mouvement. Donc, faire les comptes, regarder ce qui est encore possible, mais avec un consensus populaire. Alors, justement, on en est, en tout cas, il semble que ce mouvement populaire veuille tirer au clair et veuille faire le bilan, le constat, le bilan de ce que, voilà, d'une gestion de la tête qui se trouve au niveau de la tête de l'État. Si l'on devait situer une responsabilité par rapport à la situation que vous venez de décrire, au 31 janvier, la planche à billets aura tiré 6 500 milliards de dinars et ce financement... C'était au 31 janvier. 35%. Au 31 janvier 2019. Oui. C'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est 6 500 milliards de dinars. Et ce financement, en fait, il va faire fonctionner des sources qui, elles, ne vont pas se tarir, ne vont pas cesser de demander, c'est-à-dire la CNR, le déficit de l'entreprise publique. Bref, un train de dépenses publiques qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Aujourd'hui, qui est responsable, si l'on devait désigner un responsable de cette situation qui nous a amené à aller, comme vous le disiez, à un endettement public qui va arriver à saturer le PIB. Je voudrais intervenir sur ce point parce que, bon, je ne suis pas du tout, encore une fois, expert dans le domaine, mais je suis praticien de l'économie. Bon, je suis chef d'entreprise. Celui qui est responsable, c'est celui qui a compris, qui s'est entêté à ne pas vouloir écouter, dialoguer, se concerter avec la sphère économique, n'a pas voulu écouter, lire tout ce qui a été produit par les experts en termes d'avertissement, d'explications sur la situation, en termes de propositions de voies qui auraient permis à l'Algérie de ne pas se retrouver dans cette situation. Moi, j'ai envie de désigner, pas des personnes nommément, mais un groupe d'individus que je n'ai jamais réussi à identifier, et je rêve de pouvoir un jour mettre un visage et un nom sur ces gens parce qu'ils ont été d'une médiocrité totale et absolue. Ce sont des gens qui ont été des conseillers du président de la République. Ça a été le gouvernement de l'ombre qui donnait des instructions au gouvernement de la lumière, ceux qui étaient exposés et qui étaient face aux citoyens algériens. Ces messieurs-là sont véritablement à punir, parce qu'ils nous ont mis dans une situation plus que dramatique. Heureusement, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de décrire effectivement que la situation est catastrophique et calamiteuse. Moi, je dis heureusement qu'il y a eu cet événement de la dignité, cette révolte de la dignité. D'abord parce qu'elle a fait exploser quelque chose de très important, c'est l'intelligence et la créativité de l'Algérien, jeune et moins jeune, donc clairement, c'est visible. Personne n'y croyait, je vous dis sincèrement, personne n'y croyait, peu de gens y croyaient, je pourrais revenir sur ce point-là qui est très très important. La deuxième chose, c'est que le pays regorge d'opportunités, de potentialités. La troisième chose, c'est que le pays n'a pas été ouvert, ne s'est pas ouvert au monde, ne s'est pas ouvert aux investissements, parce que ses conseillers de l'ombre étaient de véritables rapaces, entêtés, complètement bornés. Je n'ai même plus de qualificatif pour eux, mais j'aimerais bien un jour en croiser un pour lui dire véritablement face à face ce que je pense de tout ce qu'il a fait à l'Algérie.
Nous avons des opportunités exceptionnelles qu'il va falloir rapidement mettre en musique pour pouvoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, atténuer le choc des mesures. Évidemment, à condition qu'il y a en place un gouvernement et des institutions qui soient légitimes et qui aient partagé et expliqué de façon tout à fait claire, nette et précise les voies et moyens qui vont être mis en œuvre pour amortir le choc de la crise et remettre véritablement l'Algérie sur le rail de la normalité. L'Algérie a été mise sur un rail qui était tout à fait anormal et l'aveuglement, l'entêtement des gens de la présidence a été pour beaucoup la cause de notre malheur aujourd'hui. Est-ce que vous partagez le point de vue, Mohamed Bouchakour, par rapport aux responsables? Partiellement. Hein. Moi, je dirais que c'est comme un système de poupée russe. La poupée la plus petite, elle est dans la moyenne, et ainsi de suite. La petite poupée, c'est ce que vient de citer pour moi Slim. À savoir l'entourage du président. Mais là, il me semble que c'est une explication qui est directe, très concrète, mais un peu limitée, parce que ça voudrait dire que le président s'est entouré en fait de courtisans, parce qu'on dit de lui qu'il ne tolérait aucune voix discordante, et donc il n'avait pas de conseiller véritablement. C'était des gens qui lui disaient ce qu'il voulait bien entendre. Donc on ne peut pas dire que c'est une responsabilité seulement d'une ou deux. Nous sommes peut-être tous responsables. Et je terminerai peut-être sur ce point. La dernière grande poupée dans laquelle toutes les autres sont, c'est ce qu'on a entendu dans les manifestations populaires. Ils veulent changer de régime par rapport à tout ce qui a été fait depuis l'indépendance. Toute cette période postcoloniale, il faut mettre un grand coup de balai, comme le disait un jeune Gaëroho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement Bouteflika. Bouteflika, en fait, il a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et dans cette goutte d'eau, le 5e mandat a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors justement, on revient un petit peu en arrière par rapport à cette année. Il y a eu on va dire des mesures, des essais, des tentatives pour essayer de sortir l'économie, les finances publiques du marasme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et je reviens à quelques années auparavant avec le précédent Premier ministre qui lui avait parlé d'un pacte économique de croissance. Ce pacte prônait, en tout cas dans la lettre, une discipline budgétaire. Si nous l'avions appliqué à Omar Barkouk, est-ce que nous serions arrivés à la situation qui consiste à recourir à la production monétaire? Il n'a pas été appliqué, d'abord, pour préparer les élections de 2019. Donc, ils n'ont pas respecté les critères, puisque c'était ce nouveau plan mettait en place des réductions de dépenses. En termes vulgaires, c'est l'austérité. Donc, le président a refusé les réformes qui s'imposaient et reparti avec la fuite en avant. Et les dépenses publiques ont repris. Vous vous souvenez qu'on avait mis en place un emprunt anonyme qui avait récolté 500 milliards de dinars. C'était un emprunt obligataire. Oui, anonyme, obligataire national. Et cet emprunt, c'était du financement orthodoxe. Quand on ne requiert pas à la planche à billets, c'était insuffisant par rapport aux besoins qui ont été montrés par l'utilisation de la planche à billets. Mais on était parti sur une réduction des dépenses, une rationalisation des choix budgétaires et un financement orthodoxe, qui n'a peut-être pas fait le plein, puisqu'on visait l'informel, la somme colossale dont personne n'a vraiment toute la mesure. On voulait drainer l'épargne informelle vers le circuit bancaire et financier pour participer de ces impasses budgétaires. Donc, on a levé 500 milliards de dinars, largement insuffisant maintenant au regard des besoins de l'État, et on a abandonné toutes les mesures de restructuration et de réforme que cette nouvelle donne économique préconisait de faire. Donc c'était sous celle-là. Et puis, Ouihia est revenu avec un plan de relance budgétaire pour maintenir un taux de croissance et un semblant de stabilité économique et sociale dans le pays. Mais à la lumière de ce qui a été tiré au niveau de la planche à billets et de son utilisation, on se rend compte que les engagements financiers de l'État ne sont pas reflétés dans la loi de finances.
il y a un hors-bilan qui est beaucoup plus important. C'est tout le domaine des subventions à l'énergie, les dettes de Sonelgaz, de Sonatrach. Ce sont des données qui apparaissent dans le rapport de la Banque centrale. Mais bien entendu, mais bien sûr. Donc par recoupement, on peut avoir... Mais bien entendu, mais c'est énorme, c'est énorme. Le déficit budgétaire était de 700 milliards de dinars et on a tiré 6500 milliards de dinars. Donc on est en train de payer les factures antérieures. Depuis 2010, Sonatrach n'a pas perçu ce qu'elle doit à l'État en termes de différentiel. On a régularisé jusqu'en 2014, simplement. Et oui, parce que ça fait déjà ça fait déjà 4 ans. Mais on a régularisé 2014. Donc ils ont mis en difficulté Sonelgaz et Sonatrach. Donc 30% de l'utilisation de l'impression de billets a servi à Sonatrach et à Sonelgaz. Personne n'a dit, personne ne sait si Sonatrach a été mise à mal par le fait qu'elle n'ait pas perçu depuis 2010 le différentiel qu'elle prend en charge. Sonelgaz pour expliquer à nos téléspectateurs, on parle de différentiel qu'elle prend en charge lorsqu'elle achète et vend le carburant qui lui est subventionné. Voilà. Sonelgaz ne vend pas l'électricité et le gaz au prix coûtant. Voilà. Donc, il y a une... Mais mettre à mal Sonatrach, est-ce que c'est quelque chose que vous... Non, Sonatrach n'est pas mise à mal parce qu'elle a des ressources. Voilà. Mais Sonelgaz, en revanche, elle a été mise en difficulté. Voilà. Elle était quasiment donc elle était soutenue par BNA et l'État est venu éponger une partie des dettes pour lui permettre de continuer son programme d'investissement. Oui. Mais bien sûr, Sonelgaz et Sonatrach, ce sont des entités publiques. Leur bilan est adossé au bilan de l'État. C'est-à-dire une entreprise publique est censée ne pas faire faillite, puisque le garant de dernière instance, c'est l'État. Mais du point de vue de trésorerie, Sonelgaz était sérieusement en difficulté. Sonatrach a plus de moyens, mais Sonatrach a été retardé dans ses programmes d'investissement. Alors, on va essayer de s'arrêter là, parce qu'effectivement, on reviendra sur ces questions. Vous avez dit que le pacte économique et social de croissance, en gros, en résumé, n'a pas été suivi parce qu'il y avait une échéance électorale, mais force est de croire qu'il n'y a pas, là, 2019, entre 2014 et 2019, il s'est passé 5 ans, il n'y a pas eu de mesures pour autant, pour essayer de redresser la situation. Est-ce que si, voilà, même question à Mohamed Bouchra, si le pacte économique et social avait été mis en application, est-ce qu'il y aurait eu une meilleure gestion budgétaire des deniers publics? Écoutez, ce pacte économique et social est la résultante de la tripartite, donc du dialogue tripartite. Non. Hein? Non, c'est des experts qui ont travaillé. C'est un projet qui est proposé par le pacte de croissance. Pacte de croissance. Pacte de croissance, oui. J'ai compris. Oui, d'accord. C'est le pacte plutôt de croissance. Le pacte de croissance. Oui, j'ai dit économique et social, excusez-moi, autant pour moi. D'accord. Ce pacte économique et social, moi je crois que c'est un exercice intéressant. Il a été fait par des experts. Le pacte de croissance. Pacte de croissance. Non, économique et social encore une fois. Le pacte de croissance est un exercice qui a été fait par des experts qui maîtrisent bien leur domaine. Évidemment, ils ont bien fait de préciser que c'était un travail qu'ils avaient fait à titre bénévole. C'est à leur honneur. Mais je crois que c'est un exercice de voltige qui est au-dessus des réalités et qui s'adresse à un régime, à des décideurs qui ne sont pas en mesure d'appliquer et d'assumer ce qui est préconisé. Alors, évidemment, il y a tout le volet de la diversification économique et il y a le volet des équilibres budgétaires, comment stabiliser l'équilibre budgétaire sur plusieurs années. Une rigueur budgétaire également. Il faut avoir le courage de prendre les décisions et de les assumer et de les faire passer dans le public. Or, il faut avoir un régime politique crédible qui est adopté par la population. Alors, on parlait souvent de paix sociale, Slimane Atmani. On disait que si l'État ne prend pas de mesures sérieuses, courageuses, comme vous le disiez, c'est-à-dire en termes de rigueur budgétaire, c'est à cause de la paix sociale, mais il n'avait pas que ça. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments politiques, ne serait-ce que par rapport à certaines entreprises qui ne vivent que par la commande publique, qui, elles, pour lesquelles il n'était pas dans l'intérêt d'aller vers une rigueur? Je voudrais répondre d'abord au pacte économique et social, parce que... économique de croissance. Voilà. Le fameux pacte économique de croissance. Oui, pacte économique et social, parce qu'il y avait un lien, mais peu importe. Oui. Sur le pacte économique de croissance, qui était très intéressant, mais
la chose qui nous a le plus surprise, c'est que premièrement, l'État annonçait toujours qu'il le mettait à la disposition du public, donc pour qu'on puisse faire une analyse critique et éventuellement l'enrichir, et il ne l'a fait que 1 an et quelques mois après l'annonce. Et ils annonçaient toujours, nous allons mettre, nous avons mis, nous avons fait, mais pendant 1 an et quelques mois, donc ils ont perdu 1 an et quelques mois à ne rien faire. Il a fallu l'intervention du FMI et de la Banque mondiale pour exiger d'eux la publication du pacte économique de croissance sur le site internet du ministère des Finances sans faire trop de publicité. Grand point d'interrogation, pourquoi? Moi, enfin, la lecture que j'ai faite, c'est que ce pacte économique de croissance était cohérent. C'était un travail qui avait été fait effectivement par des experts algériens, de façon bénévole, qui venaient de partout, qui étaient des experts locaux, des experts algériens à l'international, qui avaient suffisamment d'intelligence pour produire quelque chose de cohérent et de sensé, qu'on pouvait parfaitement mettre en œuvre sans qu'il y ait un impact social aussi fort qu'on aurait pu le penser. Bon, il n'y avait pas de doute là-dessus, d'autant plus que la situation du pays permettait réellement la mise en œuvre de ce pacte de croissance sans trop d'impact. Ce qui se passe, de mon point de vue, hein, c'est que premièrement, vous avez raison, vous avez abordé la question de tous les marchés publics. Ça allait nécessiter énormément de transparence sur les marchés publics, qui étaient une source de financement occulte et des partis et de la corruption, etc. Deuxièmement, ça adressait tout le problème du marché parallèle pour lequel il fallait absolument trouver une solution. Or, le marché parallèle avait une accointance extrêmement forte, et jusqu'à ce jour, avec les cercles occultes du pouvoir, ceux qu'on va vouloir... Qu'on ne rencontre pas. Ceux qu'on ne rencontre pas encore, mais qu'on souhaiterait pouvoir rencontrer. Troisièmement, il y avait une très forte pression de la part du patronat pour que la loi 5149 ne soit pas modifiée. Cette loi 5149 qui bloquait l'investissement étranger en Algérie, qui l'a bloqué, malgré tous les discours qui ont été, les litanies de discours qui ont été répétés inlassablement. Oui, pour rassurer, nous avons des étrangers qui des représentants de différents pays se sont prononcés sur la question en disant que c'était pas c'est pas bloquant, etc. Mais c'était tout ça pour plaire, évidemment, au pouvoir, parce que le pouvoir les pressait de dire ça. On fait que ce pacte économique de croissance, il fallait envoyer des signaux pour rassurer ces groupes-là. Hein, ceux qui avaient l'argent des marchés publics, ceux qui sur le marché parallèle, et ceux qui voulaient s'accaparer les grands projets dans lesquels allaient s'inscrire des partenaires internationaux qui détenaient du savoir-faire et qui avaient de la maîtrise. Il y a des gens qui se disaient, moi je vais arriver, si vous m'enlevez le 51-49, je ne peux pas finalement prendre 51 gratuitement simplement parce que la loi algérienne. Donc s'il vous plaît, laissez-le le temps qu'on s'accapare un peu tous les bancs. Rien ne s'est passé de ce côté-là, donc on n'a pas... La dynamique d'investissement ne s'est pas produite, d'accord? Ils ont voulu relancer, enfin ils ont voulu... Ils avaient dans l'idée de relancer la dynamique d'investissement en réinjectant de l'argent dans l'économie avec cette planche à billets, mais qui n'a servi finalement pas du tout à la croissance du pays. Donc il y a beaucoup d'incohérences qui sont venues se greffer autour de ce travail du pacte économique de croissance qui, in fine, tout le monde l'a regardé, tout le monde l'a lu, mais le gouvernement ne l'a pas adopté. Il y avait, juste avant le pacte économique de croissance, en août 2016, il y a eu une note de la part du Premier ministre Sellel. Dans cette note, qui a été distribuée à tous les ministres, il y avait un plan d'action qui nous aurait permis d'éviter la débâcle, partiellement la débâcle dans laquelle on est. Parce qu'il demandait clairement plus de rigueur, plus de discipline, plus de gouvernance et plus de transparence. Et qu'en est-il advenu ? La façon dont c'était écrit, c'était extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on voyait quelque chose de clair, net et précis en termes de gouvernance des ministères. Il ne pouvait pas. La raison est simple pour moi, c'est qu'il y avait un gouvernement de l'ombre qui intercédait systématiquement en faveur de X ou Y et qui aussi bloquait toutes les décisions des ministres. Ça revient à l'état
l'état ou la condition qu'on décrit souvent de l'Algérie, que nous avons les meilleurs textes, les meilleures dispositions, les meilleures réflexions, mais qu'au moment de les appliquer, les choses prennent une tournure qui échappe à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un petit peu ce que vous dites, Slimane Othmani, l'économique est entre les mains des politiques et ça devient plus du tout rationnel, objectif et bienveillant? Nous avons du droit, nous avons une constitution, nous avons des règles. Elles apparaissent quand on consulte les sites des ministères, qu'ils soient de la justice ou de l'économie. C'est leur utilisation. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas l'Algérie, qui voudrait se renseigner, il n'a qu'à rentrer sur le site et les sites gouvernementaux, il verra qu'on a du droit. Mais c'est le fonctionnement démocratique, c'est le mode de décision qui ne correspond pas et qui ne respecte pas ces règles. Donc l'élaboration des lois de finances, les arbitrages en matière d'investissement, en matière de financement, sont décidés, j'aime pas parler de cabinet, mais c'est décidé à un niveau, même l'APN ne joue pas son rôle. L'APN qui a reçu la dernière loi de finances, elle a reçu une communication du gouverneur de la Banque d'Algérie qui a fait, dans sa note, qui était alarmante, un petit paragraphe où il dit si on ne fait pas les réformes de structure annoncées, il ne dit pas on va à la catastrophe parce qu'il a son langage réservé, etc. Mais il annonce que, et qu'est-ce qu'il constate? Que la remontée du baril du pétrole à $70 n'entame pas l'érosion des réserves de change. Donc les réserves de change continuent à s'éroder malgré la remontée à $70 du baril. Il constate que la production d'hydrocarbures est en diminution. Ça veut dire qu'on vend moins en volume. On a moins de recettes. Et puis, il fait le constat de l'ensemble des engagements, des dettes que l'État a accumulées de longue date. Donc, en somme, en octobre 2017, s'est faite la bascule entre la rigueur, la rénovation de l'État et la facilité. Octobre 2017 consacre l'adoption du financement non conventionnel. À partir de ce moment-là, ils ont joué uniquement la réussite des élections d'avril 2019 et puis qu'advienne que pourra par la suite. Oui. Alors, vous avez parlé de l'Assemblée. C'est ce que dit Mohamed Bouchakour en parlant de l'accaparement de tous les leviers de pouvoir. De 99 à son arrivée à aujourd'hui, le président Bouteflika s'est accaparé tous les leviers de pouvoir, ce qui fait que la gouvernance ne peut pas s'exercer. Les différentes structures ne se sentent pas concernées, ou en tout cas ne sont pas la possibilité ou la responsabilité. Pardon, juste l'APN, justement, l'APN. Si vous prenez la Banque centrale, si vous prenez l'APN et vous prenez le président, la Banque centrale, normalement, ne reçoit pas d'instruction du président de la République. Elle ne peut pas recevoir. C'est l'argent du citoyen. Elle est censée être indépendante. La Banque centrale est censée être indépendante. Elle ne peut recevoir éventuellement de décision que de la part de l'APN. Oui. Or, l'APN, ce levier de pouvoir, a été accaparé et pris en totalité. Enfin, en totalité, il y a de l'opposition à l'APN, mais ils n'ont pas suffisamment. Du coup, les lois, elles ne sont pas appliquées. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance. Et surtout, je rejoins vraiment, parce que c'est un point important. Quand on arrive à la tête d'un pays en 99 et qu'on n'arrive pas avec une vision pour le pays, qu'on arrive juste avec un plan pour se venger de ce que ce pays nous a fait, le résultat après 20 ans, c'est que j'ai pris tous les leviers de pouvoir pour faire en sorte que ma vengeance soit totale, complète, et que l'économie du pays ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'assouvir ma vengeance, et il me faut tous les leviers de pouvoir. C'est comme ça qu'on a cassé l'économie. Même si l'économie n'est pas complètement à genoux, en tout cas sur le plan financier, elle l'est. Hein, non mais attendez, je vais vous répondre de façon simple et imagée. On va écouter Mohamed Bouchakour et revenir vers vous. En un mot, je vous dis en un mot, aujourd'hui, si vous mettez votre main dans la poche, vous pensez avoir des billets de banque. Vous n'avez plus d'argent dans votre poche, je vous le dis. Ni moi, ni lui, ni vous. Nous n'avons plus d'argent dans la poche, c'est un leurre. Et il comptait à la fin de l'année imprimer jusqu'à 100% du PIB pour pouvoir justement vous donner cette illusion d'avoir de l'argent dans la poche. Le citoyen algérien n'a plus rien. N'a plus rien. Mohamed Bouchakour. Oui, moi je crois que maintenant il faudra que ce pays remonte la pente et que il y aura à un moment ou à un autre des élections présidentielles, qu'il y aura des candidats qui vont présenter
leur programme. Et moi, je crois que le premier président de ce qu'on peut appeler la nouvelle République devra prendre des mesures très concrètes. Bien sûr, une vision, c'est très important, mais une série de mesures très, très concrètes et qui lancent des signaux à la population de façon à ce qu'elle adhère et qu'elle accepte l'austérité. Alors, je peux vous citer 3 ou 4 mesures qui me semblent absolument fondamentales. D'abord, l'affaire Sonatrach-Saipem. Il y a des mécanismes pour rapatrier cet argent. Cet argent, il est important de le rapatrier. Ce n'est pas ça qui va nous sauver, mais il y a quelque chose comme 198 millions d'euros. Il y a également les 260 millions de dollars qui devaient être injectés dans l'industrie automobile américaine à Détroit. On ne sait pas si ça a été fait ou si ça n'a pas été fait. Là aussi, c'est très opaque. Si ça a été fait, il faut que les responsables qui ont pris cette décision rendent des comptes et que cet argent soit restitué à l'Algérie. C'était un investissement que... Oui, il y a eu une délégation officielle avec le ministre de l'Industrie de l'époque et le président du FCE et d'autres qui sont allés à Détroit pour dire nous, on est venus sauver l'industrie automobile américaine. Et voilà, il y a eu un cafouillage, milliards ou millions, parce qu'il y a le problème de la traduction. Mais c'était un montant de 260 millions de dollars qui devait être investi. On ne sait pas si ça a été concrétisé ou pas. Vous avez quelque chose comme 250 milliards de dollars en tout entre les crédits bancaires non remboursés, donc prêtés aux copains et aux amis, et également les recouvrements d'impôts non payés. 250 milliards de dollars, j'ai fait un calcul rapide avec les chiffres qui ont circulé dans le... Il faut supprimer le fonds spécial des retraites. Ça, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. C'est pour corrompre ou continuer à corrompre une partie des gens qui travaillent dans la fonction publique à des postes importants. Moi, je crois que le fichier des anciens moudjahidines doit être épuré. Et bien sûr... des mesures également à caractère... C'est un ministère qui ne devra pas durer, qui devra être à un moment donné... Alors, justement, en termes de propositions, il faut bien de rentrer dans le sujet... C'est des mesures comme ça qui peuvent redonner confiance à la population. Les propositions sont nécessaires et importantes en ce moment où toutes les franges de la société se réunissent, se concertent, discutent. Actuellement, le patronat fait un petit peu défaut à son rôle d'acteur économique. On ne voit pas de rencontres de patrons d'entreprises, d'experts ou d'économistes. On ne voit pas de discussion pour essayer de prendre parti au débat et de faire justement ces propositions qui sont nécessaires pour repartir, on va dire, du bon pas. Voilà, voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Omar Berkouk, comment vous expliquez cette situation un petit peu de fuite ou peut-être de se cacher un petit peu? D'abord, les représentants les plus importants du patronat algérien sont désorganisés, comme vous le savez, à la suite de ces mouvements. Mais ce groupe de patrons appartenant à cette sphère privée et même publique, hein, les entreprises publiques ou privées, des patronats, des associations patronales et organisations professionnelles, il en existe beaucoup. Mais il dépendait. L'économie algérienne se résume à Sonatrach. Je vais être dur et direct pour résumer. C'est pour ça qu'on peut défiler pendant des mois. Tant que Sonatrach produit, j'ai entendu un appel alarmant et sympathique de Mourad Preur. Surtout pas de grève générale. Ne vous attaquez pas aux hydrocarbures. Ne vous attaquez pas. Donc tant que Sonatrach fonctionne, on peut défiler pendant des semaines. Hein. Ça ne change rien, parce que on dépend... Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de tissu économique. Il y a quand même des gens qui travaillent dans des entreprises. Si demain elles devaient arrêter, ces gens-là seraient au chômage. Et rappelez-vous que le premier employeur est privé, il n'est pas public. Oui, mais il dépend. L'impulsion, elle est publique. Elle dépend de la dépense publique. Vous parlez des finances, hein, vous parlez de ce qui rentre en termes de fiscalité. L'impulsion vient du secteur public, de la dépense publique. Les dépenses d'équipement, les dépenses générées pour l'ADL, pour tout ce que vous voulez, c'est l'État
qui les génère. Donc on n'a pas construit, c'est bien notre malheur, c'est qu'on ne l'a pas diversifié, on n'a pas, allez, je vais citer son nom, on n'a pas Dierbrab. C'est pas, je ne fais pas son apologie, hein, mais je veux dire, on n'a pas des entreprises de cette taille, avec de la création de valeur, avec une capacité d'exportation dans un pays de cette importance, de 42 millions d'habitants, avec un PIB de 170 milliards de dollars. On aurait pu avoir, comme nos voisins, des entreprises, une trentaine d'entreprises de cette importance pour faire le pendant à la dépendance aux hydrocarbures. Donc on n'a pas encore cela. Ça n'a pas été favorisé pour un tas de raisons. Je ne rentre pas sur le champ politique, mais ça n'a pas été favorisé. Donc aujourd'hui, quels sont ces patrons qui, aujourd'hui, au FCE, tendaient la main à l'État? Donc eux-mêmes ne sont pas des patrons autonomes dans leurs entreprises, etc. Ne comptez pas sur eux pour qu'ils vous génèrent des idées ou une dynamique, parce que leurs entreprises ne sont pas arrivées aux normes, parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Donc la gestion de la manne pétrolière et des ressources se faisant par le haut, on n'avait pas besoin d'être bon en bas pour récupérer une part. Donc quand vous êtes confronté à la compétition internationale, quand vous êtes confronté aux critères de performance, vous avez une entreprise ou vous avez une économie. Donc c'est tout cela qu'il faut reconstruire. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, parce que l'économie privée, elle est vivante. Il y aura d'autres entrepreneurs qui vont se créer dès qu'on leur donnera la liberté. Avec des marchés et un potentiel important. Je voudrais intervenir sur ce point. Le think tank que vous représentez... Je voudrais intervenir sur ce point. Toutes les propositions de réforme existent. Le timing aujourd'hui n'est pas à venir parler de propositions de réforme. Le timing aujourd'hui est le suivant. Il y a un processus politique pour s'assurer de cette transition. Et il y a un autre processus dans lequel nous allons nous impliquer. Moi, je ne parle pas au nom du patronat, je parle en tant que chef d'entreprise, engagé au niveau du think tanker, engagé au niveau de l'initiative Nebni, où on produit dans les deux... il y a une production d'idées, de propositions, notamment pour contenir les subventions. Nebni a fait beaucoup de choses. C'est très important. Nous sommes très focalisés sur la crise économique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie, pour celui qui va venir succéder à Bouteflika et qui va être issu d'un vote démocratique et qui va être légitime, on n'a pas envie que la population sorte dans la rue pour lui dire « avant c'était mieux ». D'accord? Donc il faut adresser la crise économique en priorité. On n'a pas à venir... les listes de réformes, la liste de réformes est très longue. Absolument tout le monde sait quels sont les points qu'il faut adresser. Et ce sera des réformes qui ne seront pas populaires, surtout. Non, il y a des réformes. Il y a des réformes qui n'ont rien à voir avec la popularité ou la non-popularité. Décider d'ouvrir le pays aux IDE et de relâcher un tout petit peu et de laisser rentrer un peu des IDE, il n'y a pas de notion de popularité ou d'impopularité, à moins que Louisa Hannoun se mette à crier haut et fort Slim veut vendre le pays aux étrangers, encore une fois, ça c'est pas le sujet. On va refermer les frontières, etc. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il y a des centaines de réformes, de mesures à prendre qui vont permettre de libérer. Simplifier l'acte d'entreprendre. Replacer l'entreprise privée véritablement dans la vie du citoyen algérien. Les jeunes, c'est des jeunes entrepreneurs. Cette façon dont ils ont défilé dans la paix et la sérénité et cette façon dont ils ont géré, managé complètement le mouvement, c'est des signes qu'ils sont capables de gérer un tissu économique beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiqué. N'oublions pas que la politique économique désastreuse menée depuis des années a conduit, et j'ai eu l'occasion peut-être de vous le dire, a conduit à créer des poches de surcapacité dans des secteurs d'activité à très faible intensité technologique et parfois même à forte intensité capitalistique, ce qui était devenu vraiment une aubaine pour beaucoup. C'était une source de rente. D'accord? Donc vous avez des secteurs où la taille du marché c'est 100, et subitement, on voit un secteur d'activité, si vous additionnez toutes les capacités installées, vous êtes à 1000, vous êtes à 500, alors que le pays n'a besoin que de 100. Donc ça veut dire que la politique économique n'était pas pensée, on distribuait les avantages à tour de bras tout azimut,
sans réfléchir, sans avoir une cartographie de comment fonctionne l'industrie du pays, sans avoir une cartographie, même un développement spatial de l'industrie du pays, sans comprendre comment notre industrie est ancrée ou articulée aux chaînes de valeur mondiales. Est-ce qu'on est consommateur ou est-ce qu'on est producteur pour les chaînes de valeur mondiales, ou est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est, ou bien on est juste un acteur local qui est en train de consommer des matières premières ailleurs. Donc il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait adresser. De mon point de vue, deux processus doivent être menés parallèlement dans l'immédiat. Le processus politique, sur lequel personnellement je peux avoir une opinion en tant que citoyen, mais je préfère me focaliser aujourd'hui sur ce qui est le plus grave pour nous, c'est la situation financière et économique du pays, pour laquelle je pense et j'espère voir naître et voir émerger dans les prochains jours un groupe de travail qui va se focaliser sur ce point-là et qui, lui, va contribuer et va apporter sa production à ceux qui vont prendre les rênes du pays. Je n'utilise plus le pouvoir. Ni le pouvoir ni le régime, ce sont deux mots qui sont finis pour moi. Il faut les classer. Mohamed Bouchakour, quelles sont les réformes, plutôt quel est le modèle économique vers lequel l'Algérie devrait s'orienter demain lors de l'avènement de la Deuxième République, s'il devait en avoir une? Écoutez, le modèle économique vers lequel on devrait aller mériterait d'être discuté dans le cadre d'une coalition qui représente ou qui reflète les grands messages qui ont été émis par la rue. Voilà, il ne faudrait pas essayer de s'écarter de ça, sinon, comme disait Slim, la population risque de dire mais là, mieux. On parle d'un modèle économique et on parle de réforme. Voilà, oui, c'est une vision, un modèle économique, c'est une vision qui est partagée. C'est une vision, mais force est de croire que le mouvement populaire, lui, porte des messages très forts, mais des messages politiques. Il n'y a pas, ou très très peu, de messages à caractère de revendication économique. Oui. Mais derrière, derrière ces messages qu'on a entendus dans la rue, il y a une transcription économique à faire. Alors, d'abord, il s'agit de cette jeunesse. Il faudrait complètement revoir la politique de la jeunesse. Aujourd'hui, nous n'avons pas de politique de la jeunesse. Il y a des mesures éparses qui ne reflètent pas une approche cohérente. Le système éducatif, personne n'a réussi. Depuis l'indépendance, depuis qu'on a essayé, depuis le Moustapha al-Sharaf, on n'a pas réussi à redresser ce système Est-ce que vous considérez que les jeunes ne sont pas suffisamment acteurs dans la sphère économique? C'est bien ça? Ces jeunes sont les laissés pour compte de tout le régime politique algérien depuis l'indépendance. Moi, j'assume ce que je dis. Ces jeunes, je fais partie d'une génération à qui on a dit, c'est vous la relève, le mesh'al, etc. etc. Maintenant, on est des vieillards et il n'y a pas eu de transmission. La transmission, il faudra qu'elle se fasse avec ceux qui sont venus après. Donc, moi, je dirais qu'il y a un potentiel en Algérie, mais c'est un peu hypocrite parce que tout le monde parle de potentiel. Et personnellement, ça m'énerve beaucoup quand on dit l'Algérie a un potentiel. On est un peu dans l'auto... C'est pourtant le cas, il faudrait, Mohamed Bouchakour. Oui, mais personne n'a encore fait le pas pour aller voir où se trouvent ces potentiels, au pluriel, secteur par secteur, territoire par territoire. Moi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire, je l'ai souligné, il faut aller territorialiser et sectorialiser ces potentiels, traduire des idées de projet, des portefeuilles de projets et en faire la promotion dans les wilayas. Parce que ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, vous avez ces dispositifs d'entrepreneuriat qui sont en panne. Pourquoi? Parce qu'il y a des créneaux qui sont saturés et le potentiel lui-même n'est pas exploité. N'est pas mis en valeur. On parle aussi d'assainir un environnement économique qui, lui, de manière naturelle, va attirer les jeunes et placer sans dirigisme, sans planification. On est d'accord que le climat... Alors, Omar Bakr, est-ce que vous êtes d'accord pour le fait de dire qu'un modèle économique doit être fondé sur la jeunesse? Mais c'est mettre en place une véritable économie de marché. Elle n'existe pas. L'économie de marché alloue les ressources de manière efficace, favorise les secteurs où le rendement est attendu par les investisseurs, convient au financement, convient
au profit et à la création de valeur. Donc aujourd'hui, on a une économie à prépondérance publique, étatique. L'État a laissé à la population le soin de faire du commerce, pas de l'économie, pas de l'industrie. Tous les secteurs nobles, industrie, transport, banque, c'est l'État qui le régente. 90% des impulsions économiques dépendent de l'État. C'est très important. Remettre de la liberté, ça ne coûte pas cher. Donc il y a des réformes de gouvernance. Et ça crée de l'emploi également. Mais ça libère les initiatives. Celui qui emprunte, on lui dit, tu es responsable de ton emprunt. Est-ce que tu as bien étudié ton projet? Qu'on ne se retrouve pas avec les dissonances sur l'ANSEJ. On leur pardonne ou on ne leur pardonne pas. Donc on a créé de faux emplois avec l'ANSEJ. Oui. Des gens, on ne s'improvise pas auto-entrepreneurs. En achetant un camion et en essayant de faire du transport. C'est ça. Moi, je ne les blâme pas, ces jeunes. Mais ils ont reçu cet argent qui est aujourd'hui irrecouvrable parce qu'ils n'ont rien créé. Et les poursuivre, est-ce que c'est moral, immoral? Je ne me pose pas la question. Mais c'est ce qu'on a fait. On n'a pas aidé vraiment des entreprises à les embaucher. Donc aujourd'hui, dans les universités, il y a des jeunes qui sont capables, avec un peu d'argent, de créer leur propre emploi, de développer de l'activité économique. D'autres ne sont pas en mesure. Il aurait fallu aider les entreprises matures dans les secteurs traditionnels à recruter ces jeunes, en leur faisant des facilités, en les aidant. C'est ça l'économie de marché. L'économie de marché crée de la valeur. Donc on va à ne pas confondre avec le libéralisme. De temps en temps, on me dit le libéralisme, c'est la loi du plus fort. Donc non, un État régalien qui assure une gouvernance, une répartition des richesses, mais l'économie, la création de valeur, elle est faite par les entreprises privées. Donc favoriser l'éclosion de sociétés capables de générer de la valeur, de créer des emplois. Donc, après, savoir, est-ce qu'on va faire plus d'agriculture? Bien sûr qu'il y a des secteurs sur lesquels on a des avantages comparatifs évidents, où on peut aller rapidement. Je pense que le stade de l'industrie, on a commis des erreurs avec les montages automobiles, etc., et on tirera un trait dessus et on fera les comptes. Donc, le mythe des usines qui fument, ça, c'est les années 70, des industries industrialisantes. Aujourd'hui, c'est l'économie de la connaissance. Oui, c'est du soft. Oui, notamment. Mais bien entendu, c'est cela qu'il faut, c'est vers ce type d'activité qu'il faut orienter les ressources. Et il nous reste une petite minute pour un dernier mot avec vous, Slima Othmani Mohamed Bouchakour, pour parler justement de cette énergie de la jeunesse à faire valoir et à faire contribuer dans l'économie de demain. Un dernier mot. Oui, un dernier mot très brièvement. Moi, je voudrais juste aborder le point de la cohérence fiscale. Ce qui se passe, on n'est pas en train de dire ce que nous voulons. Et la jeunesse souffre de l'incohérence fiscale. Quand vous posez la question à un jeune qui est en train de monter une entreprise, etc., vous dites, est-ce que tu payes tes impôts? Il me dit, personne ne paye ses impôts ici. Il a raison. Personne ne paye ses impôts. La majorité des gens qui ont des relations ne payent pas leurs impôts. C'est l'incohérence fiscale et c'est l'entêtement, encore une fois, des pouvoirs publics à ne pas vouloir regarder que le système fiscal algérien est totalement incohérent, il est déconnecté de la réalité et des aspirations de la sphère économique et de ce vers quoi nous voulons aller. Donc, quel que soit ce que nous allons faire, de vastes chantiers nous attendent et les vastes chantiers-là, ça ne va pas être uniquement nous seuls qui allons les traiter, on va les traiter avec un Parlement qui tient la route maintenant, qui va être légitime, avec des jeunes qui vont apporter leur contribution. J'aime bien dire jeunes, quoique hier je disais à quelqu'un, je disais, cette révolution qui s'est passée, cette révolution de la dignité, c'est la révolution du peuple algérien. On utilise beaucoup le mot jeune. C'est les jeunes qui l'ont menée, mais c'est la révolution de tout le peuple algérien. Puisqu'il est hétérogène. Merci à eux. Vraiment, je voudrais les remercier parce que je fais partie des personnes qui ont beaucoup cru en cette jeunesse et qui a fait beaucoup, pas financièrement. J'ai essayé de leur apporter ma maigre contribution et je les remercie pour ça parce qu'ils m'ont donné encore plus d'espoir. Mohamed Bouchakour, en quelques secondes, s'il vous plaît. Voilà, bon, en quelques secondes, on ne peut que, disons, se réjouir de ces dernières semaines parce que vraiment, ça nous a redonné du baume au cœur et ça nous a redonné de l'espoir parce que beaucoup de gens étaient complètement désespérés. La jeunesse est dans l'économie.
Et donc, bon, pour ce qui est de la jeunesse, je crois que un des ministères prioritaires dans les prochains gouvernements, ça devrait être celui de l'éducation, de l'enseignement supérieur, le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère de la formation professionnelle. C'est ça, c'est dans ce périmètre que tout va se jouer. Soit ces ministères placent la barre très haut et relèvent les défis qui les attendent, soit on va encore avoir un cycle de 30 ans pour que nos enfants disent enfin les jeunes se sont réveillés, etc. Merci Mohamed Bouchakour d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'EHEC, l'École des hautes études commerciales. Merci Slim Othmani, président du Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise et chef d'entreprise. Et merci à vous Omar Barkouk, consultant expert en finance. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout pour ce débat qui portait sur quel modèle économique pour le futur, pour la Deuxième République. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau débat. Pour revoir cette émission, rendez-vous demain sur notre chaîne entre 11h et midi. Sinon, le replay sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous.